Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Cahiers africains. Cahiers africains. Musée royal de l'Afrique centrale, MRAC. Section d'histoire et politique, anciennement Institut africain CEDAF. Leuven-Sestenweg 13 3080 Tervuren, Belgique. Site http://www.africamuseum.be/research/dept4/research/dept4/index-bas/index. Conditions de vente www.africamuseum.be/research/publication publication@africamuseum.be. Cet ouvrage a fait l'objet d'une procédure d'évaluation scientifique. Responsable éditorial, Isabelle Gérard, MRAC. Relecture, Edwin Simmons et Charlotte Gérard, MRAC. Mise en page, Fabienne Richard Quadrato. Photo de couverture, avant, Lac Kivu copyright Alice Gendrin. Arrière gauche, excavateur Amoku Watsa. Copyright Philippe Dounia Kabunga. Arrière droite, exploitation par drague dans la rivière Kibali copyright Philippe Dounia Kabunga. Ce cahier a reçu un appui financier de l'ECA-CREAC, de la Loterie nationale et de l'Institut de politique du développement, IOB. http://www.eka-creac.eu. Introduction. Emar Nyenyezi Bizoka, Saawa Lalidou et Sarah Guenen. Les conjonctures de l'Afrique centrale 2020 proposent 14 chapitres sur le Burundi, la République démocratique du Congo et le Rwanda. Ces textes explorent diverses thématiques, dont la nature des pouvoirs politiques au niveau central, les défis de la reconstruction en contexte fragile et post-conflit, les enjeux agricoles locaux et globaux et enfin la gouvernance des ressources naturelles. Pouvoir politique. En Afrique centrale, l'année 2019 a été caractérisée par deux dynamiques contradictoires. D'une part, dans le cadre de la mise en œuvre de l'une de ses principales promesses de campagne de restauration de la sécurité, le président Félix Tshisekedi a mis en place une stratégie diplomatique et sous-régionale qui dénote d'une réelle volonté d'en finir avec l'insécurité en rez-de-chaussée. Cette stratégie a consisté entre autres en une action régionale coordonnée et concertée, le VIF 2019, contre des groupes armés actifs dans l'est de la rez-de-chaussée et en la création d'un état-major intégré des armées de la région, Burundi, Rwanda, Ouganda et Tanzanie. D'autre part, on a assisté à de fortes tensions diplomatiques et sécuritaires entre le Rwanda et l'Ouganda d'un côté, et entre le Rwanda et le Burundi de l'autre, Nyonkuru et Ndayiragije 2019. Si le Rwanda a continué d'être accusé par Kampala d'espionnage et de traque d'opposants politiques sur le sol ougandais, Rentiens 2019, ces brouilles avec le Burundi qui datent de 2015 n'ont cessé de s'amplifier, particulièrement dans la plaine de la Ruzizi où les deux pays appuieraient différents groupes armés concurrents, ICG 2020. L'option du président Félix Tshisekedi, fondée sur une stratégie diplomatique et sous-régionale, a certes du sens étant donné que les pays voisins sont largement impliqués dans la situation d'insécurité qui sévit en rez-de-chaussée, mais elle n'a pas ou peu tenu compte des rivalités entre ces pays dans son opérationnalisation, reflétant ainsi une faible maîtrise des enjeux politico-stratégiques de la région. On pourrait y voir une forme de précipitation du nouveau pouvoir congolais qui, mal élu, se bat pour une légitimation rapide et à tout prix, notamment à travers la restauration de la sécurité. Intitulé « La politique au Congo au-delà des élections de 2018 », le chapitre de Pierre Englebert et de Georges Kassongo Kalumba revient largement sur cette mal-élection du président Tshisekedi et ce qu'elle nous apprend globalement sur les élections en Afrique. En effet, les auteurs montrent qu'après avoir tenté de modifier la Constitution pour pouvoir être éligible, Rentiens 2018, Bouvier et Omasombo 2018, repousser les élections pendant 2 ans et s'être vu incapable de s'y représenter lui-même, Joseph Kabila est néanmoins parvenu à garder la main haute sur le processus électoral et à minimiser les pertes de son régime dont le candidat, Emmanuel Shadari, a fini 3e. Ainsi, les élections de décembre 2019 ont résulté, après une dizaine de jours de négociations, en la proclamation de Félix Tshisekedi comme président,
malgré qu'il ait fini loin derrière le vrai vainqueur, Martin Fayulu. L'accession de Tshisekedi à la présidence a ainsi été négociée avec Joseph Kabila qui, en échange, a gardé le contrôle sur l'essentiel de l'appareil étatique, gouvernement, Assemblée nationale, Sénat, province, et sur les institutions génératrices de revenus comme les entreprises d'État. Les auteurs montrent donc combien l'année 2019 a été celle de la cohabitation entre les forces du Front commun pour le Congo FCC, de Kabila et de Cap pour le changement, CACH, de Tshisekedi et de son allié et chef de cabinet Vital Kamerhe. Malgré un apaisement du climat politique avec la libération de nombreux détenus politiques et le retour en rez-de-chaussée de l'opposant Moïse Katumbi, le nouveau régime n'a pas réussi à enclencher les réformes nécessaires à l'amélioration de la gouvernance en rez-de-chaussée et n'a enregistré aucune réalisation particulière dans les différents secteurs de la vie socio-économique du pays. Il fallut 8 mois à l'ancien président et au nouveau pour se mettre d'accord sur la désignation du Premier ministre, et le gouvernement de coalition mis en place n'a jusque-là pas apporté des réponses concrètes et appropriées aux nombreux défis quotidiens que vivent les populations. La corruption particulièrement reste criante, autant parmi les cadres du FCC que parmi les nouveaux acteurs gravitant autour de la présidence. Malgré une certaine pérennisation de sa mainmise sur l'État, le FCC a connu des tensions en 2019. En effet, le partage du pouvoir avec CACH réduit automatiquement les options disponibles pour satisfaire les nombreuses demandes de patronage de ses membres, ce qui a généré mécontentement et frustration dans les rangs du parti. De façon similaire, l'opposition réunie au sein de la coalition Lamuka s'est progressivement effilée, particulièrement avec l'annonce de Moïse Katumbi, en décembre 2019, de la création de son nouveau parti. Alors que les soutiens internationaux à Tshisekedi commencent à s'impatienter au sujet de la mise en œuvre des réformes structurelles auxquelles il s'était engagé, la rez-de-chaussée commence une nouvelle année, une fois de plus, dans un climat d'incertitude. Ainsi, à travers ce chapitre, les auteurs montrent qu'en rez-de-chaussée comme dans plusieurs pays africains, les élections ne sont pas nécessairement le mécanisme principal de sélection des gouvernants et la première source de légitimité de ces derniers. Dans les faits, les élections et leurs résultats peuvent ne constituer qu'un mécanisme parmi tant d'autres pour la sélection des dirigeants. Elles contribuent aux rapports de force existants, qui viennent eux-mêmes de différents facteurs tels que le contrôle des ressources, le profil ethnique ou régional, ou encore l'entre-gens sécuritaire. Ces rapports de force forment ensuite le contexte dans lequel les acteurs politiques négocient le pouvoir. Mais le pouvoir n'est pas acquis sans ces négociations, et la victoire électorale n'est pas toujours suffisante pour remporter lesdites négociations. En tout état de cause, l'expérience des élections de 2018 en rez-de-chaussée offre un excellent prisme de lecture et d'analyse des élections qui se tiendront au Burundi en 2020. En effet, de même que Kabila, le président burundais Pierre Nkurunziza a choisi son dauphin au sein de son parti, Jeune Afrique 2020. Mais contrairement au cas congolais, il y a peu de chances que celui-ci échoue aux élections. Non seulement il n'a presque plus d'opposition politique au Burundi depuis la crise de 2015, mais par ailleurs, le parti au pouvoir a mis en place divers mécanismes pour s'assurer la victoire. De plus, lors du choix du candidat du parti au pouvoir, le président Nkurunziza a clairement menacé toutes les forces qui tenteraient d'aller contre ce choix en déclarant « Celui qui s'opposera à ce plan de Dieu deviendra fou ». Ainsi, alors que l'asphyxie économique du Burundi et l'isolement politique du président Nkurunziza viennent de l'obliger à céder le pouvoir, il est clair qu'il veut conserver son régime autoritaire tel qu'il est en place depuis 2015. Dans son chapitre intitulé « L'usage des cahiers de ménage au Burundi », entre stratégie sécuritaire, traque des opposants et captation des ressources, Nadine Nibigira revient sur la nature de ce régime en place depuis 2015 qu'elle étudie à partir de la manière dont il contrôle les populations sur le terrain. Concrètement, elle analyse une mesure instituée depuis juin 2016 selon laquelle le gouvernement burundais exige dans chaque foyer un cahier de ménage pour contrôler les entrées et sorties. L'auteur démontre que cette mesure, d'actualité en mairie de Bujumbura, n'est pas seulement un outil de contrôle social du mouvement des populations, mais également une violation du droit d'aller et venir garanti par la Constitution de juin 2018. À partir de cette situation,
L'auteur étudie la manière dont la mise en place et l'usage des cahiers de ménage se présentent comme une limitation de la liberté, et une stratégie pour traquer les opposants politiques en se cachant derrière un discours de sécurisation. À partir d'une approche sociocriminologique, sa contribution entend décrypter l'usage du cahier de ménage comme outil de contrôle social pour explorer ensuite sa face cachée dans ce contexte particulier de crise de l'État au Burundi. Par ailleurs, il convient de mentionner que le renforcement progressif de l'autoritarisme au Burundi depuis 2015 s'est aussi manifesté par la traque des opposants que le régime de Nkurunziza a menés à l'extérieur du pays, et particulièrement dans l'est de la rez-de-chaussée, où ses services de renseignement ont été très actifs ces dernières années. C'est dans ce cadre qu'il a soutenu des groupes armés opposés à ceux qui seraient appuyés par le Rwanda, ICG 2020. Ce faisant, il a contribué au renforcement des brouilles existantes entre les deux pays au point de les transformer en un conflit larvé qui a conduit à la fermeture des frontières en 2019. Avec la fermeture de ses frontières avec l'Ouganda également, le Rwanda se retrouvait ainsi en situation de conflit avec 2 de ses 4 voisins. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles en 2019, ce pays a été particulièrement actif dans la diplomatie, non seulement au sein de forats multilatéraux, mais aussi dans plusieurs pays de la Communauté de développement de l'Afrique australe, SADC. Le chapitre de Samia Chabouni fournit un éclairage global sur les stratégies diplomatiques rwandaises et ambitions de Kagame. L'auteur veut appréhender les motivations qui ont à la fois jalonné le processus de reconstruction du pays et déterminer les positions de Kigali sur le plan externe. Elle étudie les principales orientations stratégiques du Rwanda, au regard d'un contexte régional marqué par le maintien au pouvoir des chefs d'État d'Afrique centrale, y compris Paul Kagame réélu en 2017. En effet, le texte montre que depuis l'avènement du FPR au pouvoir en 1994, le pays affiche une politique étrangère active, dont la présidence de l'Union africaine depuis janvier 2018 marque une forme d'apogée. Après une première phase marquée par l'intervention militaire en rez-de-chaussée, Kigali a entrepris de diversifier ses alliances, et en particulier de nouer de nouveaux liens avec les pays émergents, tout en tentant d'affirmer son leadership régional. L'accent a également été mis sur le développement économique, en encourageant l'investissement étranger, et en essayant de se poser comme un modèle de progrès socio-économique sur le continent. Au vu de la propension du FPR à s'imposer dans la région des Grands Lacs, irritant par là même certains de ses voisins, l'auteur se demande si le régime ne cherche désormais pas à imposer sa vision de la paix et de la sécurité à l'échelle du continent. Elle met alors en lumière la nature des relations qu'entretient le pouvoir rwandais sur la scène internationale, et étudie les ambitions de Paul Kagame à l'échelle régionale et continentale. Chabouni entend ainsi apporter une contribution à la compréhension des stratégies diplomatiques du Rwanda, dans une sous-région qui demeure extrêmement instable, et tente d'évaluer l'incidence de la présidence rwandaise de l'UA sur sa politique sous-régionale. Défi de gouvernance en post-conflit. Mais alors que des pays de l'Afrique centrale continuent de se battre par groupes armés interposés sur le sol congolais, la population essaie de s'en sortir comme elle peut avec et souvent sans l'État. Dans son chapitre intitulé « Au-delà des blessures ouvertes », un parcours de reconstruction de la personne après des conflits violents dans l'est de la rez-de-chaussée, Marie-Noëlle Nzonga Sikuru montre comment, malgré tout, les populations au niveau local tentent de survivre aux conflits violents qu'elles ont vécus. Partant de l'hypothèse qu'il existe un lien entre la conception de départ du corps social où se développe le conflit et l'efficacité des approches mises en œuvre pour la résolution du différend, l'auteur propose une vision de la société comme étant un corps dont les membres sont interconnectés. Cela fait appel à une compréhension correcte du fonctionnement du corps social dans l'interconnexion de ses parties, de toutes ses parties. Une telle vision implique une certaine conception du monde, et plus particulièrement la manière dont la vie et la force qui l'animent sont envisagées. Cette approche suggère que les pratiques locales dans la quête de la paix pourraient constituer un levier pour impulser la construction d'une paix durable, à condition toutefois de repartir de la personne à la fois actrice et victime dans les conflits. Le parcours d'un modèle réussi,
veut montrer la nécessité d'un dépassement des mécanismes privilégiés jusque-là par les acteurs en rez-de-chaussée pour la reconstruction de la paix. Pour soutenir cette idée, l'auteur propose une étude de cas sur la résolution de conflits à partir d'une expérience ethnographique impliquée dans le contexte de la rez-de-chaussée. Le concept de corps collectif mobilisé fait recours à l'idée d'un flux vital circulant à travers chacun de ses membres et les nourrissant. Dans une perspective anthropologique, il repose sur la proximité et l'écoute afin de comprendre ce qui fait sens pour les communautés et personnes en présence. Toujours sur les questions relatives à la période post-conflit, le chapitre de Cristela Niyonzima interroge la dimension du genre dans le processus de désarmement, démobilisation, réintégration et réinsertion, DDRR au Burundi. Partant des limites de la littérature sur ce sujet, il explicite ses conséquences quant à la portée d'un processus aussi important dans les efforts de reconstruction d'un pays sortant d'un conflit et de la consolidation de la paix. Cette étude montre que l'absence substantielle du genre dans les analyses relève d'une confusion fondamentale entre femmes et genre, dont font preuve les différents travaux sur la consolidation de la paix et le processus DDRR. L'auteur relève ce manque à partir de l'étude empirique de la réintégration au moyen des approches sociologiques creusant dans la construction sociale, le constructivisme, des masculinités et des féminités au regard et standards culturellement et socialement construits. Le genre et les DDRR, étant respectivement concepts et processus, se placent dans un cadre structurel et social bien spécifique, mais aussi dans une temporalité bien précise, c'est-à-dire le Burundi post-conflit. Ce dernier est appréhendé avec reconnaissance et considération d'une connexion stricte au temps d'avant et de pendant le conflit, pour aborder la construction du concept de genre dans la société burundaise. L'objectif du texte est d'analyser le changement dû aux dynamiques traversant ces contextes, et comment tout cela se répercute sur les processus post-conflit, dont celui des DDRR. À partir d'un tout autre secteur, dans un chapitre intitulé The Governance of Community-Based Health Insurance Scheme in Fragile Setting and Community Health Coverage Outcomes in the DRC, Bouimana Mb et Dorothy Hilhorst reviennent sur ces mêmes difficultés au Congo. Ils montrent que dans les États fragiles et les sociétés touchées par la guerre, l'accès des personnes pauvres aux services de santé est un problème majeur qui compromet la réalisation de l'objectif de couverture médicale universelle. Ces dernières années, on a assisté à une recrudescence des régimes d'assurance communautaire dans les milieux fragiles, qui visent à améliorer cet accès. Ce texte explore l'impact de la fragilité de la gouvernance sur les assurances santé communautaires, CBHI, promues par des arrangements multi-acteurs pour arbitrer l'accès des communautés affectées par la guerre à la couverture des soins de santé primaires dans un contexte de fragilité de l'État. Les auteurs examinent les résultats d'un tel système, les mutuelles de santé, MU, qui a commencé à fonctionner juste après les guerres au Sud Kivu. Se fondant principalement sur des études de cas dans une zone rurale, Katana, et dans une zone semi-urbaine, Uvira, ils analysent les résultats des MU en termes d'équité dans l'accès aux services de santé, de protection contre le risque financier de maladie et de financement des services de santé. Les conclusions des auteurs indiquent que les programmes MU n'ont permis d'améliorer l'accès à la santé et à la protection sociale que pour une partie de la population. De même, les résultats mitigés enregistrés en matière de mobilisation des ressources et de viabilité financière indiquent que les MU continuent de se heurter à des difficultés de gestion qui sont aggravées par la fragilité des États. Pour favoriser et accélérer la mise en place de la couverture sanitaire universelle, il propose à l'État de renforcer les MU tout en veillant à une supervision accrue et efficace de leur gestion. Enjeux agricoles nationaux et globaux. 4 chapitres dans cet ouvrage traitent de différentes questions liées aux politiques agricoles en les analysant du point de vue des enjeux et problèmes à la fois locaux et globaux. En ce qui concerne les problèmes locaux premièrement, dans leur chapitre intitulé « Mécanisation agricole », du clientélisme à l'échec des politiques publiques au Sud Kivu, Élisée Siroussa, Parfait Kaningu et Emar Nyenyezi Bizoka étudient la mécanisation agricole en rez-de-chaussée à partir du cas du Sud Kivu. Ils questionnent les limites d'un programme qui avait pour but de résoudre les problèmes de relance agricole. Les résultats de leur investigation montrent qu'au-delà des aspects techniques considérés ou non, dans la mise en œuvre du programme de mécanisation agricole en rez-de-chaussée,
la question des tracteurs révèle quelque chose de fondamental au niveau de la gouvernance du secteur agricole. Il s'agit du fait que les politiques publiques n'échappent pas à des traits caractéristiques de la gouvernance globale dans ce pays. Une politisation qui démobilise les acteurs, une gouvernance par le désordre et un clientélisme qui favorise le détournement des programmes à des fins d'enrichissement personnel. C'est à travers ces diverses logiques qu'un nombre important de tracteurs a en effet été octroyé à des hommes politiques, des élites économiques ou simplement des connaissances, dont la majorité les a thésaurisés pour ensuite les revendre ou les louer à des agriculteurs. En ce qui concerne le niveau global, dans son chapitre « Organisation économique des caféiculteurs congolais dans la région du Nord Kivu, à Kashenda », analyse du poids réel des coopératives sur l'échiquier du système économique mondial, Lucien Ramazani Kaliongo explique que la libération progressive des marchés après les années 1980 a mené l'économie mondiale à un climat d'échange concurrentiel, asymétrique et instable, forçant les petits producteurs des pays du Sud à traiter directement avec des acteurs économiques internationaux émanant des pays industrialisés. Il montre qu'à part l'organisation de ces paysans en filière par les États ou les compagnies d'exportation et de vente, ce contexte historique a également généré des formes diverses de développement rural. Celles-ci ont donné lieu, par ailleurs, à des regroupements associatifs indépendants, tels que le groupement d'intérêt économique Tufedike, dans le territoire de Massissi au Nord Kivu. Cette coopérative vise à l'amélioration des revenus des caféiculteurs. La mise en commun des fruits de la récolte et la mise à disposition d'une station de lavage, triage et séchage permettent aux membres de commercialiser un produit à plus forte valeur ajoutée, une forme de compétitivité et ainsi un accès au marché mondial. Traiter directement avec les acheteurs internationaux avec un produit transformé leur a permis de payer les agriculteurs plus que le double du prix initialement pratiqué sur les marchés locaux. Néanmoins, la nature du marché de l'économie monde moderne, sa compétitivité et son expression capitaliste, telle que reprise dans les écrits de Wallerstein 2000, défavorisent les économies du Sud. La tendance expansive du capitalisme, sa capacité à contourner et à surmonter toutes les barrières physiques ou politiques, lui permet d'entretenir sans cesse le principe même de sa cohésion interne, l'accumulation illimitée du capital et la division du travail qui le structure. L'auteur analyse les enjeux des coopératives de café et de leur pouvoir d'action face à ce contexte mondial. Il montre que dans la subdivision du marché mondial hérité de Wallerstein entre un centre et une périphérie, un nouvel élément apparaît depuis les années 1980, le pouvoir croissant des sociétés transnationales. La logique de la globalisation de l'économie fait émerger des acteurs économiques dominants dans le commerce du café. L'auteur observe les incidences de ce contexte économique mondial sur une économie périphérique, celle de la rez-de-chaussée, à travers une coopérative naissante. Eric Ndayushaba s'intéresse au cas spécifique du Rwanda et du Burundi et analyse les défis de l'appropriation communautaire dans le secteur THCICOL au Rwanda et au Burundi des années 1960 à 2018. Le secteur THCICOL constitue l'un des principaux maillons de l'économie nationale et paysanne dans ces pays. Il apporte d'importantes recettes aux États et aux sociétés privées, ainsi que des revenus et des salaires aux populations. En revanche, la participation des producteurs à la gestion de ce secteur reste marginale en raison entre autres de l'échec des organisations paysannes mises en place dans les années 1960 à 1970 au début du programme THCICOL financé avec l'appui de la Communauté économique européenne. Dans le cas particulier du Rwanda, la politique de libéralisation des années 2000 a ouvert la voie à une domination du secteur par les multinationales. Ces nouveaux maîtres profitent d'un contexte global favorable aussi bien au niveau international que national pour s'approprier l'ensemble du secteur, à travers l'achat des sociétés THCICOL, ainsi que l'accaparement des terres communales et paysannes. Pour le cas du Burundi, l'État n'a voulu ni privatiser ni libéraliser la filière THCICOL. Les mauvaises expériences de la privatisation du secteur du café sont en partie à l'origine des réticences des autorités nationales malgré les recommandations sinon les directives de la Banque mondiale. Ainsi, en grande partie, le secteur THCICOL burundais reste entre les mains de l'État,
qui ne souhaitent le céder ni au privé ni aux organisations de producteurs. Ces dernières sont au Rwanda comme au Burundi, minoritaires et périphériques. Elles n'ont pas les capacités nécessaires pour revendiquer, négocier ou remettre en cause le système, qui les pilote par ailleurs. Finalement, dans son chapitre Politique semencière de la rez-de-chaussée, politique importée, des bailleurs pour l'implémenter, Alice Gendrin montre que depuis le XIXe siècle, la circulation du vivant est sujette à une réglementation au niveau international, sous l'impulsion des pays occidentaux. Ainsi, les systèmes semenciers ont peu à peu été formalisés par les législateurs avec l'aide des scientifiques, transformant les semences en un bien privé et marchand. Cette formalisation, qui implique la mise en place d'un monopole de la sélection variétale, de la production et de la diffusion des semences par des centres de recherche, des agromultiplicateurs et des agro-industries, a suscité des réactions et des critiques de la part de certains acteurs académiques et de la société civile. Ceux-ci dénoncent dès lors l'instauration d'un accaparement du vivant et la dépossession des agriculteurs de leur autonomie semencière. En effet, les paysans voient l'accès aux semences conditionnées et perdent leur souveraineté semencière. L'étude du cas de la filière semencière du haricot dans l'est de la rez-de-chaussée, sur le territoire insulaire d'Idéjouy, révèle que le formel et l'informel se mélangent pour former le système semencier. Il existe effectivement une réglementation semencière nationale, qui s'avère être issue des prescriptions internationales. Le cadre législatif portant sur les semences a été élaboré, mais n'a pas encore été promulgué. Le processus de formalisation du système semencier est en cours depuis plusieurs décennies, impulsé et soutenu par des organisations internationales et de coopération au développement. Ainsi, seuls les aspects financiers de la filière par ces acteurs sont effectifs. Une raison de cette situation est le manque de financement public des services étatiques, comme celui du Service national des semences et de l'Institut national pour l'étude et la recherche agronomique. Il en résulte que la majorité des modes de production et d'échange semenciers se réalisent informellement, c'est-à-dire en dehors du contrôle des services étatiques. Malgré cette maigre présence de l'État dans le contrôle des systèmes semenciers et la faible effectivité de la réglementation, la sélection variétale et la diffusion des semences dites améliorées, c'est-à-dire modifiées en laboratoire, se concentrent dans les mains des centres de recherche. De fait, l'accès aux semences constitue un défi saisonnier pour les agriculteurs de la région. De nombreux facteurs tels que les difficultés d'accès à la terre, les aléas climatiques et la pauvreté ne leur permettent pas toujours de conserver leurs semences et encore moins d'en produire un surplus pour le marché. Ils se retrouvent donc confrontés à une insécurité semencière qui les incite à se diriger vers le marché régional et les ONG auprès desquelles ils trouvent des semenceuses issues de la recherche, et rentrent ainsi dans le système semencier formel, celui qui diffuse des semences sélectionnées en laboratoire, celui de la dépendance. Ressources naturelles. En dehors du secteur agricole, ce volume de conjoncture de l'Afrique centrale aborde la thématique des ressources naturelles, notamment sous l'angle de la résistance des communautés, de la corruption et de l'inefficacité des politiques publiques. En ce qui concerne la résistance tout d'abord, Fergus O'Leary Simpson et Jacques Fikiri Ziriumana posent la question de la conservation dans leur texte intitulé « The Extraction Conservation Nexus in Eastern DRC, Case of Resistance and Acquiescence in Itombwe Nature Reserve ». Ils explorent les tensions entre deux processus actuellement en cours, dans de nombreuses régions de l'est de la rez-de-chaussée. Il s'agit, d'une part, des efforts pour extraire les ressources non renouvelables du sous-sol, et d'autre part, des tentatives de réhabilitation, de conservation et de préservation des ressources renouvelables en surface. Peu de travaux jusque-là ont porté sur la façon dont les gens réagissent dans les paysages touchés par ces deux processus, simultanément. Selon les auteurs, ce défaut dans la littérature est surprenant étant donné les impacts du lien entre extraction et conservation, sur la dynamique des conflits violents et les moyens de subsistance de nombreux Congolais. Dans leur contribution, ils présentent une étude de cas sur la réserve naturelle d'Itombwe, INR, l'une des dernières zones protégées créées pendant le conflit prolongé de la rez-de-chaussée et qui est également le site de 12 permis d'exploitation minière industrielle et artisanale. En s'appuyant sur la littérature relative à la résistance, les auteurs montrent une campagne de résistance légitime,
menée contre la société minière industrielle Banro par une alliance à grande échelle de militants écologistes. Il note pertinemment que l'un des principaux arguments de la campagne était que la conservation, et non l'extraction industrielle des minéraux, est fondamentalement dans l'intérêt de la population locale. Les auteurs concluent que l'extraction et la conservation n'ont pas seulement fait l'objet d'une résistance au sein de l'INR, mais que dans certaines circonstances, elles ont été instrumentalisées par les communautés locales comme des canaux de résistance en soi. Ainsi, l'extraction peut être considérée comme un moyen de résister à la conservation, et la conservation peut être vue comme un moyen de résister à l'extraction. Ensuite, concernant la corruption, Claude Iguma-Weikange explore les pratiques de corruption dans lesquelles sont impliqués les fonctionnaires katangais qui dirigent le secteur de l'extraction du cuivre et du cobalt. Dans son chapitre intitulé « Ne manges-tu pas avec eux ? Cobalt, Copper Mining and Corruption in Democratic Republic of the Congo », il tente de comprendre dans quelle mesure la corruption se produit et s'organise à travers la chaîne d'approvisionnement en minerais. Il analyse les pratiques et les récits d'acteurs impliqués, ainsi que la manière dont la corruption pourrait être combattue. L'auteur explique que la plupart des initiatives visant à réformer le secteur extractif en rez-de-chaussée depuis le début des années 2000 cherchent à rendre la gouvernance plus transparente. Cependant, dans les provinces du Haut-Katanga et de l'Oualaba, où cette étude ethnographique a été réalisée entre 2017 et début 2019, il montre que les modèles de gouvernance du cobalt et du cuivre présentent très peu de transparence. Le commerce de minerais y est encore truffé de pratiques de corruption bien établies et de longue date. L'auteur soutient qu'au-delà de ces pratiques, la corruption est plus que jamais un mode de gouvernance pour de nombreux fonctionnaires qui profitent par exemple des nouvelles possibilités d'accords opaques offertes par le nouveau cadre légal, lequel contient des mesures qui sont soit trop générales et vagues, soit principalement destinées à la collecte des impôts plutôt qu'à l'éradication de la corruption. Enfin, concernant l'inefficacité des politiques publiques et toujours dans le secteur minier, Fridolin Kimonche propose un chapitre intitulé « Le contenu local dans le secteur minier en rez-de-chaussée, pour quels résultats ?» Il montre que depuis environ 15 ans, le Congo, comme la plupart des pays africains dotés d'importantes ressources minières, a connu un boom minier qui malheureusement n'a pas contribué au bien-être de la population. L'auteur décrit certaines limites observées dans la mise en œuvre des politiques du contenu local. Sur cette base, il met en doute le discours selon lequel ces politiques sont porteuses des effets d'entraînement pour l'économie locale. Kimonche a réalisé cette étude sur 6 entreprises minières réparties entre les provinces du Lualaba et du Haut-Katanga. Selon son analyse, la mise en œuvre du contenu local en rez-de-chaussée est confrontée à l'absence d'une définition claire du terme lui-même d'un côté, et à une forme d'accaparement par les membres de la classe politique de l'autre. Ces derniers, disposant des moyens financiers et du pouvoir de décision, orientent l'attribution des marchés au sein des entreprises minières vers leurs propres entreprises, qui œuvrent comme des sociétés sous-traitantes. Ceci renforce encore davantage leur position politique et économique. Le chapitre de Janvier Kilosho-Buret, Anser Mushagalusa Buédois et Gabriel Kamundala Biemba sur les liens fiscaux dans la chaîne d'approvisionnement des 3T au Sud Kivu, arrive aux mêmes conclusions concernant l'inefficacité des politiques publiques. En effet, les auteurs remettent en question l'efficacité du système de taxation minière en rez-de-chaussée dans leur étude de la chaîne d'approvisionnement des 3T. L'analyse des réseaux sociaux qu'ils ont pu réaliser leur a permis d'identifier les liens fiscaux et le poids des acteurs dans 3 phases de la chaîne d'approvisionnement. Les résultats identifient les acteurs centraux dans chaque phase de la chaîne d'approvisionnement. Ils indiquent que, selon la phase de la chaîne, il existe des différentiels dans les interactions et l'importance entre les acteurs. Au sein de la chaîne, certains acteurs, y compris certains agents de l'État, sont impliqués dans des pratiques illégales, fraude et évasion fiscale en particulier. Les auteurs proposent dès lors des recommandations pour un système fiscal plus efficace. Globalement, cette édition des Conjonctures offre une analyse des dynamiques politiques, économiques, sécuritaires et sociales récentes de l'Afrique centrale. Si certaines de ces dynamiques semblent préfigurer un changement positif, elles témoignent souvent et au même titre que les autres, d'une résilience des pratiques et structures en place depuis des décennies. En analysant ces structures,
ainsi que les pratiques des différents acteurs, des présidents jusqu'aux paysans, cet ouvrage se veut une contribution à une meilleure compréhension de la situation actuelle en Afrique centrale. Ensemble et à travers leurs réflexions, nos auteurs proposent aussi de possibles voies de changement et des pistes de solutions, afin d'évoluer vers une conjoncture plus stable, plus paisible et plus prospère dans la région en 2020. Bibliographie. Bouvier P. Esperluette Thomas Sombo, J. 2018. Chronique politique de la rez-de-chaussée. Inef Rentiens édition. Chronique politique de l'Afrique des Grands Lacs 2017. Anvers. University Press Antwerp, pp 93 à 62. ICG 2020 23 janvier. Éviter les guerres par procuration dans l'est de la rez-de-chaussée et les Grands Lacs. Briefing numéro 150 Africa. Le Vif, 7 juillet 2019. Nyom Kourou, RC Esperluette Nedaïragige, R 2019. Chronique politique de la rez-de-chaussée. Inef Rentiens édition. Chronique politique de l'Afrique des Grands Lacs 2018. Anvers, University Press Antwerp, pp 11 à 40. Rentiens F 2016. The Struggle Over Term Limits in Africa. A New Look at the Evidence. Journal of Democracy 27 3 61-68. Rentiens F 2018. Limitation du nombre de mandats présidentiels, leçon de la région des Grands Lacs. Ina Ansoms, B.A. Nieniesi et S. Van de Gin édition. Conjoncture de l'Afrique centrale 2018. Paris Tervuren L'Harmattan MRAC et CREAC, Col. Cahiers africains numéro 92, pp 307 à 327. Rentiens F 2019. Chronique politique de la rez-de-chaussée, 2018. Inef Rentiens édition. Chronique politique de l'Afrique des Grands Lacs 2018. Anvers. University Press Antwerp, pp 67 à 89. Wallerstein I 2000. 1968, Revolution in the World System, thèse en question. Inni Wallerstein, The Essential Wallerstein. New York, le New Press, pp 355 à 373. 1. Pouvoir politique. La politique au Congo, au-delà des élections de 2018. Pierre Anglebert et Georges Kassongo Kalumba. Introduction. L'imagination des élites politiques congolaises est fertile. Qui aurait pu anticiper au début de 2018 que Joseph Kabila ne se représenterait pas, que son dauphin finirait troisième, que le gagnant des élections ne deviendrait pas président, mais le second si, qu'en fin de compte Kabila resterait malgré tout largement au pouvoir, et que le tout se ferait sans que la Commission électorale nationale indépendante ne publie jamais le moindre détail des résultats? Les événements qui se sont succédés depuis fin 2018 suggèrent, non seulement, la capacité créatrice des élites congolaises, mais aussi le fait qu'au Congo, les élections ne représentent qu'un élément parmi d'autres dans la sélection des élites au pouvoir. La négociation reste fondamentale au système, et les rapports de force dans les institutions de l'État sont le reflet plutôt que l'origine des vrais rapports de force politiques. Dans l'impossibilité de faire passer son propre candidat, le régime Kabila a orchestré en janvier 2019 le passage de l'opposant le plus manipulable et le moins hostile, afin de rester autant que possible au contrôle de l'État. Privé de majorité dans les chambres et au niveau des provinces, le président Félix Tshisekedi, frauduleusement proclamé gagnant, s'est résolu à une coalition de gouvernance dominée par ceux qu'il combattait précédemment aux côtés de son père. Ce faisant, il a inauguré une période sans précédent de cohabitation politique dont les paramètres principaux ont commencé à se mettre en place dans le courant de 2019. Cette cohabitation a provoqué de nouvelles dynamiques au sein des grandes forces politiques du pays, et entre elles. Ce chapitre passe toutes ces dimensions en revue, et offre des perspectives analytiques et théoriques pour leur donner du sens. 1. Les tentatives du régime Kabila pour rester au pouvoir. La constitution congolaise de 2006 limite les présidents à 2 mandats de 5 ans. Au pouvoir depuis 2006, Joseph Kabila tenta en 2015 une révision constitutionnelle afin d'abolir cette limite. Ce faisant, il s'inscrivait dans une démarche désormais assez commune dans la région et au-delà. En effet, Pierre Nkurunziza au Burundi,
Paul Kagame au Rwanda et Yoweri Museveni en Ouganda se sont tous débarrassés d'une manière ou d'une autre, ces dernières années, des limites temporelles au pouvoir que leur constitution leur imposait. Toutefois, confronté à une fronde sociale et aux pressions internationales, Kabila ne put s'imposer aussi facilement que ses voisins et dut faire marche arrière, un échec qui témoignait de la faiblesse relative d'un régime qui souffrait d'une crise de légitimité depuis sa victoire contestée en 2011. Le président tenta ensuite de conditionner les élections à la réalisation d'un recensement général de la population, qui les aurait certainement retardées de plusieurs années. Ici aussi toutefois, il rencontra une résistance qui fut politiquement insurmontable. Le président entreprit alors une stratégie de glissement, dans le but de retarder les élections et de coopter une partie de l'opposition par le partage, très relatif, du pouvoir. En janvier, il annonça le lancement d'un énième dialogue avec ses critiques, sous la médiation du Togolais Edem Kodjo, avec qui il était en bons termes. Les soupçons de l'opposition que ce dialogue serait biaisé en faveur du président fit le jeu de ce dernier, en suscitant de nombreux délais. Ce n'est qu'en septembre 2016 que le dialogue eut finalement lieu, toutefois sans la participation des opposants principaux tels que l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, d'Étienne Tshisekedi et le groupe des 7 G7, favorable à Moïse Katumbi. Seuls quelques dissidents de l'UDPS et l'Union nationale du Congo, UNC de Vital Kamerhe participèrent. Le dialogue produisit un pacte en octobre, au terme duquel Kabila garderait le pouvoir jusqu'à de nouvelles élections prévues pour avril 2018 et nommerait entre-temps un Premier ministre issu de l'opposition, en tout cas de sa frange qui s'était ralliée au dialogue. À ce titre, Kabila nomma, en novembre, Sami Badibanga, un transfuge de l'UDPS, comme Premier ministre d'un gouvernement de coalition qui comprenait aussi d'autres dissidents de l'UPDS et des membres de l'UNC. Le rejet du nouveau gouvernement fut si général que la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, entreprit rapidement un nouveau dialogue, incluant cette fois l'UDPS et le G7, regroupés sous la bannière du Rassemblement de l'opposition, qui produisit un accord le 31 décembre, dit accord de la Saint-Sylvestre. Au terme de celui-ci, Kabila était encore une fois prolongé au pouvoir jusque fin 2018, mais il s'engageait à ne pas se représenter, un engagement qui resta toutefois ambigu, dans la mesure où Kabila lui-même ne signa jamais l'accord. Celui-ci lui enjoignait aussi de nommer un Premier ministre du Rassemblement et d'adopter des mesures d'apaisement, telles que la libération de détenus politiques. Certaines questions délicates furent reportées à plus tard, tel le sort de Moïse Katumbi, l'ancien gouverneur du Katanga qui avait quitté la coalition au pouvoir en 2015 et dont la popularité représentait une menace pour le régime, à tel point qu'il avait été mis en cause dans des affaires immobilières et de recrutement de mercenaires instigés par le régime et avait quitté le pays. Il était largement attendu qu'Étienne Tshisekedi, leader historique de l'UDPS, deviendrait Premier ministre. Mais il mourut en février 2017, à l'âge de 84 ans, produisant une crise de succession au sein de son parti qui fut finalement remportée par son fils, Félix. Toutefois, Kabila profita de la confusion dans l'UDPS pour nommer Premier ministre, en mai, Bruno Tshibala, un cadre du mouvement que Félix Tshisekedi avait marginalisé au sein du parti. Kabila ne fit pas preuve de meilleure foi pour la mise en œuvre du reste de l'accord. Les prisonniers politiques restèrent en prison, Katumbi ne put revenir au pays, et le régime ne partagea ni les bases économiques ni celles sécuritaires de son pouvoir. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, resta le loyaliste Corneille Nangaa. C'est sous son autorité que 2 millions de cartes de votants disparurent et que 6,6 millions d'électeurs furent inscrits sans empreinte digitale, pourtant obligatoire, suggérant la possibilité d'une fraude majeure, de Saint-Moulin 2019 sur 108. C'est lui aussi qui introduisit les machines à voter électroniques, qui créèrent un grand émoi parmi la population craignant les tricheries. Kabila mit à bien la période de transition pour mieux asseoir les fondations de son régime. Au cœur de celui-ci se trouvait le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, PPRD, alors premier parti au sein de l'Assemblée nationale avec 62 sièges sur 500. Un deuxième cercle était formé par la majorité présidentielle, MP,
une coalition du PPRD et de partis partenaires qui comprenait alors le Parti du peuple pour la paix et la démocratie, PPPD, 29 sièges, l'Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés, AFDCA, 15 sièges, et le Parti lumumbiste unifié, PALU, 19 sièges. En juillet 2018, à peine quelques mois avant les élections, le régime rajouta un troisième cercle avec la création du Front commun pour le Congo, FCC, qui incluait l'AMP et un nombre d'autres formations généralement assez petites. Ces cercles représentent des degrés divers de loyauté vis-à-vis de Kabila et témoignent d'un rapport de plus en plus transactionnel, plus on s'éloigne du PPRD. En effet, le système politique congolais est fondamentalement centré sur l'accès à l'État pour l'extraction de ressources, que celles-ci proviennent des matières premières ou appartiennent à d'autres Congolais. Pour s'assurer cet accès, les élites développent des relations patron-client. Les entrepreneurs politiques offrent aux patrons potentiels, du président aux exécutifs provinciaux et même plus bas dans la hiérarchie, la promesse d'un soutien populaire local, souvent basé sur une ethnicité partagée, en échange de positions dans le secteur public desquelles ils peuvent extraire des ressources, dont certaines seront ensuite redistribuées vers le haut au bénéfice de leurs patrons. Au sommet de ce système se trouve Kabila. Le PPRD est composé de ses clients les plus proches. Les autres membres de la MP et du FCC se partagent le résiduel du butin une fois les premiers servis. L'ethnicité compte comme base de mobilisation des supporters, mais tous les partis représentent en fait des coalitions multi-ethniques, dans la mesure où les entrepreneurs politiques de chaque groupe ethnique circulent parmi les partis pour vendre leurs marchandises. Ce fut donc une surprise lorsque la veille de la date limite du dépôt légal des candidatures, le 8 août, Kabila décida tout seul apparemment, que le FCC serait représenté aux élections présidentielles par Emmanuel Ramazani Shadary. Bangu Bangu du Maniema, comme la mère de Kabila, Shadary fut gouverneur de province, ministre de l'Intérieur et président du PPRD. Manquant de charisme, il était surtout connu comme un exécutant dans le système kabiliste, et figure sur la liste des personnes sanctionnées par l'Union européenne pour son rôle dans l'obstruction du processus électoral et de répression de manifestants. Les membres de la MP se rallièrent tant bien que mal à cette décision de l'autorité morale, mais certains de mauvais gré et sans faire campagne pour lui. Ainsi par exemple l'ancien Premier ministre Matata Ponyo, qui avait espéré être le dauphin. De leur côté, les opposants aussi tentèrent le regroupement. En mars, le G7 se lia avec d'autres groupes pour former Ensemble pour le changement, une coalition autour de la candidature de Katumbi, qui, absent du pays, ne fut pas en mesure de s'inscrire comme candidat. En août, Jean-Pierre Bemba, le leader du Mouvement pour la libération du Congo, MLC, qui avait forcé Kabila à un deuxième tour aux élections de 2006, rentra au Congo après une dizaine d'années passées en détention à La Haye auprès de la Cour pénale internationale, CPI, qui, finalement, l'exonéra des charges de crimes contre l'humanité qu'il encourait pour les activités de ses troupes pendant la guerre de 1998 à 2003. Il s'inscrivit aux élections, mais la CENI le disqualifia, ainsi que 5 autres candidats, pour un jugement séparé de subornation de témoins par la CPI. Avec les deux rivaux principaux de Kabila sur la touche, le régime pouvait croire fin août qu'il allait aux urnes en position de force. Le dernier opposant notoire encore en lice était Félix Tshisekedi, mais il ne créait pas d'engouement à l'échelle de son père, et son parti, l'UDPS, était divisé à la suite de nombreuses défections au cours des années. L'enrôlement des électeurs dans ces provinces de base, les anciens Kasaï, était aussi particulièrement bas. Conscients que le système électoral à un tour pourrait leur être défavorable, les principaux leaders de l'opposition se réunirent en novembre à Genève afin de se mettre d'accord pour un candidat unique. Par vote secret à 2 tours, ils choisirent Martin Fayoulou par 4 voix contre 3 pour Freddy Matungulu, leader du parti Engagement pour la citoyenneté et le développement, ECIDE accent aigu, et donnèrent à leur plateforme le nom de Lamuka. Réveillez-vous, à la fois en lingala et en swahili. Après une carrière dans les affaires au niveau international, Fayoulou avait été député de Kinshasa depuis 2006.
Son choix fut une surprise et le résultat, semble-t-il, du désir de Tshisekedi et de Kamere d'éviter de se choisir l'un l'autre au premier tour. Seuls les 4 candidats éligibles, Fayulu, Matungulu, Kamere et Tshisekedi, participèrent au premier tour. Les 3 autres participants à la conférence étaient Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi et Adolphe Musito. Mais tous les participants signèrent la déclaration en faveur de Fayulu, ainsi qu'une déclaration, jurant sur l'honneur, qu'il quitterait la vie politique en cas de non-respect de la parole donnée. L'arrangement étant qu'une fois élu, il mettrait en œuvre des réformes, réhabiliterait les bannis et organiserait des élections anticipées dans un délai de 2 à 3 ans. Le lendemain, toutefois, après son retour à Kinshasa, Félix Tshisekedi fit volte-face en arguant que sa base avait rejeté l'accord de Genève. Il fut rejoint par Vital Kamerhe, et les 2 hommes conclurent un nouvel accord avec Tshisekedi comme candidat à la présidentielle, réservant la primature pour Kamerhe en cas de victoire. Ils appelèrent leur alliance CACH, Cap pour le changement. La campagne électorale commença le 21 novembre et fut émaillée d'obstacles pour Fayulu. Le gouvernement annula certains de ses meetings, refusa aux avions de sa campagne d'atterrir en plusieurs endroits, fit tirer sur son cortège et l'accusa de responsabilité dans l'incendie d'un dépôt supposé de machines à voter, terminaux électroniques. Tshisekedi ne souffrit d'aucune entrave. Quant à Shadary, il reçut de nombreux supports. Alors que le président évita curieusement de faire campagne pour lui, son épouse, par contre, fut présente à plusieurs meetings de sa campagne, où elle attisa même parfois les sentiments anti-Luba, l'ethnie de Tshisekedi. 2. Les élections et leurs nombreux résultats. Les élections eurent lieu le 30 décembre, avec une semaine de retard, dans l'entièreté du territoire, à part quelques circonscriptions au Nord Kivu et au Mazembe, district de Yumbi, les premières sous prétexte de l'épidémie d'Ebola qui y sévissait, mais la région était donnée largement en faveur de Fayulu, lequel bénéficiait du soutien du leader Nandumbuza Nyamwisi et à Yumbi en raison de conflits ethniques locaux. Cette décision empêcha 1,2 million de Congolais de voter le 30 décembre. D'après la CENI, 18,3 millions de Congolais votèrent sur 38,5 millions d'enrôlés, sans compter ceux du Nord Kivu et de Yumbi, soit un taux de participation de 47,5%. En novembre 2011, 18,9 millions avaient voté sur 32 millions d'enrôlés, soit 59%, de Saint-Moulin 2019 sur 110. La faible participation reflétait peut-être le désenchantement de certains Congolais vis-à-vis des élections. Mais elle résulta aussi sans doute de nombreuses fraudes et irrégularités. Les 39 082 observateurs déployés par l'Église catholique dans les bureaux de vote et les 101 observateurs de la coalition de la société civile Simosel présents dans les centres de compilation rapportèrent de nombreux cas de bulletins ou de machines à voter manquants, d'obstacles à l'observation et de pression sur les électeurs, Milcan 2019. Malgré les promesses de la CENI que les machines à voter permettraient une annonce rapide des résultats, ceux-ci peinèrent à venir. La crainte se répandit rapidement que le délai pourrait être délibéré, afin de trouver une solution politique à ce qui semblait de plus en plus être une déconfiture pour le régime. Afin d'éviter que le régime ne manipule les résultats, la CENCO annonça, le 3 janvier, que grâce à son réseau national d'observation, elle connaissait d'ores et déjà le nom du gagnant, et demanda à la CENI de déclarer les résultats en conformité avec la vérité et la justice, CENCO 2019. Contraints par la loi, les évêques évitèrent de prononcer le nom du gagnant, mais les rumeurs allaient bon train qu'il s'agissait de Martin Fayulu. Il avait été largement en tête dans les sondages préélectoraux du groupe de recherche sur le Congo, CRG, Congo Research Group 2018. Mais quand la CENI annonça finalement les résultats, dans la nuit du 9 au 10 janvier, c'est Tshisekedi qu'elle déclara vainqueur, avec une marge de 684 281 voix, soit environ la moitié des électeurs qui n'avaient pu participer au Nord Kivu et à Yumbi. Tshisekedi fut crédité de 38,6% des voix, Fayulu de 34,8% et Shadary de 23,8%. Ces chiffres furent immédiatement remis en cause, non seulement par l'équipe de Fayulu, mais aussi par l'Église catholique, des diplomates et des chercheurs indépendants. La CENCO déclara que les chiffres ne correspondent pas aux données collectées par la mission d'observation,
France 24 2019. Ensuite, une paire de fuites mirent à mal la crédibilité de la CENI. La première fut l'appendice du rapport confidentiel de la CENCO, qui reprenait les résultats de 7,9 millions de votes et indiquait une victoire de Fayulu par 62,8% contre 15% à Tshisekedi, CENCO 2019. Les chiffres de la CENCO montraient Shadary victorieux dans les provinces du Haut-Lomami et du Tanganyika, bastion des Balubakat de Joseph Kabila, le Kasaï, le Maniema, sa province, et le Sankuru, province de plusieurs dignitaires du régime où les hauts taux d'enrôlement étaient suspects. Tshisekedi gagnait le Kasaï central, le Kasaï oriental et le Lomami. Fayulu l'emportait dans les 18 autres provinces. La deuxième fuite semblait venir de la CENI elle-même. Un correspondant anonyme l'envoya à plusieurs organes de presse et à des chercheurs, y compris l'un de nous deux, CENI 2019. Ces chiffres, représentant 86% des votes tabulés par la CENI, concordaient largement avec ceux de la CENCO, montrant Fayulu avec 59,4% des voix contre 19% à Tshisekedi. Les deux fuites montraient des chiffres allant bien au-delà des résultats de Fayulu dans deux sondages de décembre effectués par Ipsos et Bercy, une consultance congolaise pour le compte du CRG. Sur la base de ces sondages, Fayulu recevait 41% des voix, Englebert 2019. Son avancée sur les autres candidats était statistiquement robuste, bien qu'il fût en deçà d'une majorité absolue, qui n'est pas nécessaire pour gagner les élections au Congo. Le sondage sous-représentait les provinces du Maniema, fidèle à Shadary, et du Sud Kivu, rendu compétitif par Caméré dont c'est la province, mais ces lacunes ne suffisaient pas à invalider la tendance générale des résultats. Tableau 1. Résultats officiels et non officiels des élections présidentielles de décembre 2018. Résultats officiels de la Commission électorale nationale indépendante. Accent circonflexe chiffre supposément réel de la CENI, basé sur 86% des votes, envoyé à l'un des auteurs et à d'autres chercheurs et journalistes par une source anonyme. Plus chiffre de la Conférence épiscopale nationale du Congo basé sur 42,92% des votes. Chiffre des sondages préélectoraux du groupe de recherche sur le Congo. Échantillon de 2032 observations. Résultats présentés sous forme d'intervalle de confiance de 95%. Est-il possible dans ces conditions que Fayulu ait vraiment obtenu 60% des voix? Bien qu'il en fût loin dans les sondages, il vaut la peine de considérer que Katumbi et Bemba obtenaient ensemble 46% dans ces sondages, avant de voir leur candidature empêchée. Si tous leurs supporters se rallièrent à Fayulu, il aurait pu en effet obtenir des résultats proches. En contraste, avant les réalignements de l'opposition, Tshisekedi et Caméré obtenaient respectivement 19% et 9% des votes, dans un sondage de juillet 2018. Au vu de ces statistiques, il est presque certain que Fayulu ait gagné les élections, et il est possible qu'il le fît avec une majorité absolue. Similairement, il est peu probable que Tshisekedi ait obtenu plus de 30% des votes. À ce jour, la CENI n'a publié aucun résultat, à part la proclamation des pourcentages généraux, dans la nuit du 9 au 10 janvier, rendant l'identification des tricheries impossible. Il semble toutefois que la présence sur les registres de quelques 6 millions d'électeurs n'ayant pas d'empreinte digitale associée, un problème pointé par l'Organisation internationale de la francophonie lors de sa visite en mai, et qui pourrait être fictif et faciliter la fraude, Radio France Internationale 2018. Toutefois, les résultats auraient tout aussi bien pu être entièrement inventés. Martin Fayulu fit appel devant la Cour constitutionnelle, mais celle-ci, largement à la solde de Kabila, rejeta son recours pour défaut de qualité du requérant et pour défaut dans la présentation des documents, pour ne les avoir pas annexés. Il semble que les machines à voter aient informé rapidement la CENI de la victoire de Fayulu et de la troisième place distante de Shadary, rendant insuffisante toute manipulation des chiffres basés sur les électeurs fictifs. Kabila reconnut peut-être alors qu'il serait impossible d'imposer Shadary. Il fit traîner les choses à la CENI, afin d'avoir le temps d'approcher les deux autres candidats. Il semble avoir tenté de prendre contact avec Fayulu, mais celui-ci fit apparemment la sourde oreille,
acceptant une offre de la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Leila Zerougui, pour un entretien formel, mais refusant de se rendre à la ferme privée de Kabila à Kingakati. De ses propres mots, il reçut des messages que Kabila était inquiet pour sa sécurité et de la possibilité que Fayoulou abolisse le code minier, mais assura les envoyés de ce dernier qu'il n'était pas revanchard et que son programme ne comprenait pas un changement du code minier. Il est possible que Fayoulou ait fait preuve de trop de rigidité à ce moment, et pensa que la victoire ne pouvait plus lui échapper. Toujours est-il que Tshisekedi se révéla plus accessible et entra en négociation avec Kabila qui, l'informant de sa deuxième place, lui offrit la présidence dans un régime de coalition dominé par le FCC, ce qui expliquerait le ton conciliant que Tshisekedi adopta envers Kabila et le FCC dès les premiers jours de janvier. La désignation de Tshisekedi à la présidence avait des avantages certains pour Kabila, et lui permettait de tirer profit d'une situation autrement désespérée. D'abord, elle divisait l'opposition, réduisant ainsi les possibilités de mobilisation populaire contre les résultats. Les militants de l'UDPS sont plus présents à Kinshasa que ceux d'autres partis. La coalition Lamuka, étant plus récente, manquait de mobilisation à la base. En effet, il y eut très peu de violence dans les rues après l'annonce des résultats. Deuxièmement, Kabila donnait satisfaction aux Kasaïens qui n'avaient jamais eu un des leurs au pouvoir depuis 1960, malgré leur importance démographique et leur haut profil politique. Tshisekedi est un Louba, dont les racines sont dans la province actuelle du Kasaï. Finalement, Kabila parvint aussi à neutraliser les puissances extérieures qui virent Tshisekedi comme un moindre mal et la fin du régime Kabila, confondant peut-être la présidence formelle avec le pouvoir réel. Kabila imposa à Tshisekedi une police d'assurance par l'intermédiaire des résultats, tout autant dépourvus de procès-verbaux que les présidentielles, des élections législatives et provinciales, qui avaient lieu le même jour que les présidentielles. Avec les sièges de Yumbi et du Nord Kivu non encore pourvus, le FCC s'octroya 341 sièges sur 500. Lamuka en gagna 112 et le Cache 47. Certaines victoires de Lamuka furent ensuite invalidées, ce qui ramena leur score à 103. Bien qu'ils ne fussent pas davantage documentés que ceux des présidentielles, les résultats des élections législatives et provinciales au Congo reflètent typiquement des dynamiques locales plutôt que nationales, et le rejet de Shadari ne signifiait pas nécessairement un échec similaire pour le FCC à travers le pays. Bien que l'absence de procès-verbaux rende toute fraude possible, la victoire du FCC aux législatives et aux provinciales est moins incroyable que ne l'aurait été une victoire de Shadari. Kabila maintenait aussi son contrôle sur les forces de sécurité et sur les entreprises d'État, et son propre conglomérat d'entreprises familiales généralement acquises dans des conditions douteuses, Congo Research Group 2017. Pourquoi Tshisekedi a-t-il accepté ce marché ? Il est possible qu'il se soit satisfait des bénéfices d'une présidence qui serait largement protocolaire, ou qu'il ait espéré, comme sans doute plusieurs de ses soutiens internationaux, qu'il pourrait, au fil du temps, éroder à son avantage les pouvoirs de Kabila. Une présidence de Fayoulou aurait mené à de nouvelles élections dans un intervalle de 2 ou 3 ans et à la réhabilitation de Bemba et Katumbi, ce qui aurait rendu plus faibles les chances de Tshisekedi de l'emporter la prochaine fois. 3. La cohabitation. Tshisekedi devint président le 23 janvier. Les mois qui suivirent furent marqués par une certaine paralysie, due à l'absence de gouvernement. La principale pierre d'achoppement à la mise en place d'un gouvernement était la disposition constitutionnelle qui prévoit que le président nomme un Premier ministre issu de la majorité à l'Assemblée nationale. En d'autres termes, le choix du Premier ministre revenait à Kabila comme leader de la majorité, mais Tshisekedi bénéficiait d'un droit de veto, puisqu'il pouvait refuser de nommer quelqu'un qui lui serait proposé, ce qu'il fit apparemment à plusieurs occasions. Ce n'est qu'au mois de mai que les deux hommes se mirent finalement d'accord sur la personne de Sylvestre Ilunga, un politicien relativement obscur du FCC. Une fois Ilunga nommé, il fallut encore plusieurs mois pour que les deux partis s'accordent sur la composition du gouvernement. Une formule fut acceptée après de longues négociations, qui donna 42 portefeuilles au FCC et 23 à Cache, et un nouveau gouvernement fut finalement installé en août.
Le FCC garda le contrôle de la plupart des postes à caractère régalien, mais Cash réussit cependant à obtenir les affaires étrangères, Marie Ntumba, et l'intérieur, Gilbert Kankonde. En sus, les membres de Cash, et particulièrement les Luba de l'UDPS, semblent monopoliser le cabinet de la présidence, où il y a apparemment plus de 200 conseillers avec rang de ministre, Politico 2019. L'accomplissement le plus notoire de l'administration Tshisekedi est sans doute la décrispation politique et le retour d'un environnement plus libéral. Plusieurs centaines de prisonniers politiques ont retrouvé la liberté en 2019, et Moïse Katumbi est revenu au pays après que les poursuites judiciaires contre lui eurent été abandonnées. L'opposition est moins réprimée qu'avant. En parallèle, les relations se sont aussi améliorées entre le régime et les puissances occidentales, mais plusieurs fidèles de Kabila restent sous sanctions en Europe et aux États-Unis. Tshisekedi est allé en visite d'État en Belgique, et les deux pays ont rouvert les consulats qu'ils avaient fermés. La Belgique cherche aussi à relancer la coopération militaire. Le président est en outre allé aux États-Unis à plusieurs reprises, mais il n'en a pas jusqu'à présent retiré de grands bénéfices. Il a toutefois renoué les relations avec le FMI, qui avait été interrompu en 2011 suite à l'opacité de certains contrats miniers. En général, Tshisekedi a mis beaucoup d'emphase sur les relations extérieures, dans l'optique probable que les pays occidentaux représentent son meilleur soutien et pourraient lui procurer des ressources afin de s'affranchir de la tutelle de Kabila. Ayant vécu une grande partie de sa vie en dehors du Congo, il semble parfois plus à l'aise à l'étranger qu'à Kinshasa, et il y parle plus librement. Certains Congolais se plaignent de ce qu'il est trop souvent en avion, et qu'il fuirait les problèmes du Congo. En 2019, il a effectué 31 voyages en dehors du pays, Kibangula 2019. L'extraversion du président vient sans doute aussi du fait que Cash ne contrôle que peu de secteurs dans le gouvernement. Bien que le ministre de l'Intérieur soit UDPS, il ne contrôle ni l'administration territoriale ni les gouverneurs de province. 22 des 26 gouverneurs sont FCC et a du mal à se faire respecter. À la défense, l'UDPS a obtenu un ministre délégué, Sylvain Mutombo, dans l'espoir de limiter l'influence du ministre FCC Aimé Ngoy Mukena, mais ce dernier a l'oreille de Kabila et est donc capable d'opérer à la fois dans la gouvernance formelle et informelle. En général, malgré quelques tentatives apparentes, Tshisekedi n'a pas réussi à prendre le contrôle des services de sécurité dans sa première année à la présidence, malgré un début prometteur, avec la mise à l'écart au début de son mandat, de Kalev Mouton, le directeur de l'Agence nationale des renseignements, ANR. Il y a toutefois eu quelques débuts de réalisation d'infrastructures. Ainsi, dans son programme d'urgence des premiers 100 jours, le président a initié des projets de pont Saute-Mouton, dans certaines grandes artères de Kinshasa qui devraient réduire la congestion du trafic, mais dont la construction en 2019 a occasionné davantage d'engorgements. Par ailleurs, ces projets étaient encore loin d'être avancés en décembre. Il a aussi entrepris la construction de nouveaux logements militaires, au camp Tchatchi à Kinshasa. Malgré ses promesses répétées d'affronter les problèmes de corruption endémiques au Congo, le président n'a non seulement pas engrangé de succès à cet égard au cours de sa première année, mais son administration semble aussi contribuer au problème. Un scandale relatif à la disparition de 15 millions de dollars américains a secoué son cabinet. Il a aussi fait preuve d'un népotisme dépensier, nommant son oncle paternel comme chef de la maison civile, dont le budget pour 2020 a été multiplié par 3, 10 millions de dollars américains contre 3 millions en 2019, et a créé un bureau du conjoint dévolu à son épouse, Jeune Afrique 2019. Le président et son premier ministre ont toutefois réussi à faire adopter par le Parlement, en décembre 2019, un budget pour 2020 qui, avec 10 milliards de dollars américains de dépenses, représente presque le double de celui de 2019, 5,5 milliards. Toutefois, vu l'absence probable de recettes suffisantes, ce budget, jugé irréaliste par le FMI, sera soit mis en œuvre partiellement, soit mènera à un endettement qui pourrait menacer les rapports futurs avec le FMI, la Banque mondiale et d'autres créditeurs. Mediacongo.net 15 décembre 2019. En attendant,
Le FMI a toutefois approuvé en décembre une ligne de crédit d'urgence de 368 millions de dollars américains pour 6 mois de soutien à la balance des paiements, avec l'objectif de présenter un nouveau programme multi-annuel vers la mi-2020, CROS 2019. Si de tels financements extérieurs se reproduisent et se répandent, ils pourraient faciliter une autonomisation du président vis-à-vis de Kabila, qui garde encore largement la mainmise sur les recettes internes caractérisées par l'opacité. En marge de la gouvernance, l'administration Tshisekedi a dans sa première année été caractérisée par la montée de l'ethnicité. La longue traversée du désert politique des Luba, ayant vu son terme avec l'accession de l'un des leurs à la présidence, incite les élites Luba à vouloir se rattraper. D'après nos estimations, parmi les 9 conseillers spéciaux du président il y a 5 Luba. Viennent ensuite les conseillers principaux, qui comptent 5 Luba sur 17, et les ambassadeurs itinérants, avec 2 Luba sur 4. Enfin, parmi les 80 conseillers du cabinet présidentiel, nous estimons qu'il y a au moins 20 Luba. Les réflexes de solidarité ethnique semblent prévaloir ainsi que les discours sur le thème de « c'est notre tour », qui ne sont d'ailleurs pas étrangers aux problèmes de corruption dans l'administration. Les Luba, qui forment un groupe assez large et politiquement mobilisé en dehors de leur province d'origine, sont accusés par d'autres communautés, auprès desquelles ils sont rarement populaires, d'avoir construit un cordon sanitaire autour du président qui contribue à maintenir des frictions avec d'autres communautés. 4. Dynamique au sein des plateformes politiques. Les 3 grandes plateformes politiques du Congo, formées en vue des élections de 2018, sont le FCC, Lamuka et Cash. Le premier rassemble quelques 24 groupements politiques, qui eux-mêmes abritent environ 166 partis. Lamuka est une coalition de 9 groupements et partis. Le Cash ne contient que 2 partis, l'UDPS et l'UNC qui sont toutefois de taille significative. La loi électorale de 2017, qui impose un seuil de 1% des voix au niveau national pour qu'un parti puisse avoir des députés, a contribué à la formation de ces groupements et plateformes et à la consolidation du paysage politique congolais. Alors que l'Assemblée nationale comptait 69 partis politiques différents et 63 députés indépendants en 2006, celle issue des élections de 2018 n'en compte que 35 et plus aucun indépendant. Cependant, cette homogénéisation au niveau du Parlement dissimule une diversité assez importante au sein des groupements et encore plus, des plateformes. Cette diversité, ainsi que le caractère partiellement transactionnel des alliances rendent ces alliances fluides et le système politique congolais fondamentalement instable. 4.1. Le Front commun pour le Congo, FCC. Le FCC date de juin 2018 et représente un élargissement de la plateforme Majorité présidentielle, MP, alors dirigée par Aubin Minakou, député du Kwilu et président de l'Assemblée nationale, afin d'inclure certains partis cooptés pendant la période de glissement. Le coordonnateur national du FCC est Néhémie Mouilania Wilondia, anciennement chef du cabinet de Kabila et actuellement député du Sud Kivu. Le poids politique des acteurs au sein du FCC est largement dicté par la force de leur rapport à Kabila et par leur poids électoral. C'est une alliance basée sur le patronage, où les partis membres revendiquent l'accès aux ressources contrôlées par l'autorité morale, en échange de leur loyauté. Mais ces ressources ne sont pas infinies, et des tensions en résultent fréquemment au sein du FCC. On peut globalement identifier 3 niveaux d'allégeance au sein du FCC. Au cœur du système se trouve le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, PPRD, 52 sièges à L', l'Assemblée nationale, et ses partis satellites créés pour multiplier les positions électorales, tels que le Parti du peuple pour la paix et la démocratie, PPPD, 22 sièges, et le Parti congolais pour le développement PCD, 11 sièges, de Néhémie Mouilania, mais qui sont de facto des excroissances du PPRD, ainsi que quelques alliés de longue date de Kabila comme le CCU Alliance de Lambert Mende, 8 sièges, ou le MIP de Colette Chomba, 6 sièges. Les 8 partis que nous incluons dans ce groupe comptent 121 sièges à l'Assemblée nationale,
22 sénateurs sur 109, 150 sièges aux assemblées provinciales sur 700, et 14 des 26 gouverneurs de province. C'est parmi les acteurs de ce premier cercle que se trouvent la plupart des parrains du régime, ceux qui représentent le chef et sont capables de consacrer les élites secondaires. Le deuxième cercle comprend des élites largement loyales qui n'ont pas rejoint le PPRD, en général parce qu'elles bénéficient de leur propre base locale et donc d'une certaine autonomie. Ces politiciens n'ont pas l'ambition de défier Kabila, mais cherchent plutôt l'accès aux positions à travers leur affiliation au FCC. Leur soutien est donc en partie conditionné par leur satisfaction quant aux bénéfices obtenus de leur ralliement. Les groupes principaux dans ce second cercle sont l'Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés, AFDCA, 41 sièges, l'Alliance pour l'avenir de Pius Muabilu, AA, 22 sièges, l'Avenir du Congo, faction Bologna, ACO Bologna, 12 sièges, l'Alliance des démocrates pour le renouveau et le progrès, ADRP, 22 sièges, et l'Alliance des acteurs pour la bonne gouvernance au Congo, AABC, 23 sièges. Ensemble, ils pèsent 129 sièges à l'Assemblée nationale, 19 sénateurs et au moins 176 sièges aux assemblées provinciales, 4 gouverneurs. C'est parmi ce groupe que les tensions se sont ressenties au sein du FCC en 2019. Après que le PPRD a obtenu la primature avec Ilunga et la présidence de l'Assemblée nationale avec Janine Mabunda, le leader de l'AFDC, Modeste Bahati Lukwebo, Sud Kivu, s'insurgea contre les consignes de vote en faveur d'Alexis Tambwe Mwanda, un indépendant fortement associé au PPRD pour la présidence du Sénat en juillet. Il se plaignit publiquement que les rapports de force au sein du FCC n'étaient pas respectés, et posa sa propre candidature pour la présidence du Sénat. Cela faisait plusieurs années qu'il avait revendiqué un rôle plus grand pour son parti, et il avait été lui-même candidat à la succession de Kabila et à la primature. Après qu'Ilunga a été nommé, il déclara ne pas pouvoir comprendre que ceux qui n'ont qu'un tiers des élus du FCC ont le président de l'Assemblée nationale, le Premier ministre, 70% des gouverneurs de province, et menaça que cela ne peut que créer un malaise, Mediacongo.net 25 mai 2019. Refusant de se désister de la course au perchoir du Sénat, qu'il ne gagna pas, il fut radié du FCC, mais déclara que son groupement faisait toujours partie de la majorité, malgré les tentatives de Cash de lui faire changer de camp. Depuis lors, une large proportion des élus de la FDC se sont désolidarisés de leur président, alors que d'autres sont restés silencieux, et Bahati est sorti de cet épisode significativement affaibli. Le troisième cercle est le plus hétérogène, et la base de sa participation au FCC est la plus transactionnelle. Il contrôle 88 sièges à l'Assemblée nationale, 14 sénateurs, 115 sièges provinciaux et un gouverneur. Ce groupe compte les politiciens qui se sont ralliés à la majorité présidentielle en vagues successives de 2014 jusqu'au glissement, ainsi que le parti Lumumbiste unifié et allié, PALUA, le deuxième groupe le plus large du lot, après l'AAB de Shadrack Baïtsoura, qui appartient à la majorité présidentielle depuis le ralliement d'Antoine Gizenga à Kabila en 2006. Toutefois, une partie des cadres du PALU a quitté le FCC avec Adolphe Musito lorsque celui-ci a rejoint l'AMUCA en 2018. Beaucoup de membres de cette catégorie sont en fait des transfuges de partis non membres du FCC, des politiciens débauchés par le FCC, pour reprendre la terminologie prisée par les Congolais, afin de créer des dédoublements, c'est-à-dire des partis du même nom que celui dont ils viennent pour favoriser la confusion. En somme, le FCC est une structure moins monolithique qu'elle n'apparaît et dont l'existence est largement conditionnée par la capacité du président sortant à partager les rentes. Un an après les élections, il a jusqu'à présent largement réussi à maintenir cette capacité, malgré les frustrations ici et là. Mais c'est un exercice chaque jour renouvelé, et il n'est pas certain que Kabila garde la main haute sur les sources de ses rentes pour les 4 prochaines années. 4.2. L'AMUCA. Les partis et groupements membres de l'AMUCA, fondés en novembre 2018, sont la coalition Ensemble, dont les membres sont allés aux élections sous leur propre bannière, de Moïse Katumbi, au Katanga, et l'AMK aussi proche de Katumbi, le mouvement social MS de Pierre Lumbi, Sud Kivu, Engagement citoyen pour la démocratie, ECIDE accent aigu, de Martin Fayulu, Kwilu, le MLC de Jean-Pierre Bemba, Sud Ubangi,
le CNBSYENCO de Freddy Matungulu Kwilu et Nouvel Élan d'Adolphe Musito Kwilu. Pendant quelques jours, avant la séparation qui intervint au lendemain de la conférence de Genève, l'AMUCA comprenait aussi l'UDPS et l'UNC. De tous ces groupes, c'est le MS de Pierre Lumbi, anciennement MSR, qui est le plus fort électoralement, avec 25 sièges à l'Assemblée nationale. Il est aussi le parti de l'AMUCA avec la meilleure assise nationale, ayant des députés dans 14 provinces, mais sa force est au Nord Kivu et dans l'Ituri. Le MLC de Bemba a 22 députés issus de 10 provinces, dont 5 du Sud Ubangi. L'AMK a aussi 22 sièges, dont 6 au Haut-Katanga où son leadership est composé d'alliés de Katumbi. Le G7 en a 12. Les autres membres sont tous en dessous de 10 députés, y compris le groupement d'eau de Fayulu avec 9, dont 4 à Kinshasa. L'AMUCA est plus une alliance électorale disparate qu'un groupe politique. Son unité s'est réalisée pour battre Kabila, mettant en doute sa capacité à se pérenniser. Plusieurs de ses membres ont déjà changé de camp, tel Freddy Matungulu, qui a accepté un poste d'administrateur à la Banque africaine de développement, et Gabriel Kyungu du G7 qui a servi comme président intérimaire de l'Assemblée nationale en attendant la désignation de son nouveau bureau au début 2019 et a déclaré sa flamme pour Tshisekedi, malgré qu'il eût été à l'origine de l'expulsion des Luba de sa province du Katanga, quand il en était le gouverneur, au début des années 1990. Mbusa Nyamwisi, qui a mené l'AMUCA dans le Nord Kivu, s'est aussi affranchi de l'alliance après les élections et s'est rapproché de Kash. Toutefois, ces défections restent encore relativement mineures. Quand bien même l'AMUCA continue d'exister, fin décembre 2019, elle donne l'impression d'être léthargique. Elle souffre dans une certaine mesure de la volonté de Fayulu de se montrer intransigeant vis-à-vis de Tshisekedi, qu'il accuse d'être illégitime et de continuer à revendiquer la vérité des urnes, ce qui ne forme pas une base réaliste à la mobilisation des troupes de l'AMUCA. Avant d'être désigné candidat unique de l'opposition, à la surprise des membres de l'AMUCA eux-mêmes, Fayulu était un politicien connu mais relativement marginal, qui n'avait obtenu que 8% des intentions de vote dans le dernier sondage publié avant la formation de l'AMUCA, en octobre 2018, Fondation Bercy Groupe d'études sur le Congo 2018. C'est dire que son importance politique dépend dans une large mesure du capital politique de ses alliés, et particulièrement de Katumbi et Bemba, qui pèsent bien plus lourd que lui. Ce capital, ces derniers le lui ont prêté mais pas donné, et Fayulu n'a plus pour eux l'utilité qu'il avait durant la campagne. Il souffre donc d'avoir gagné avec les armes d'autrui, pour reprendre l'expression de Machiavel, 1962, chapitre 7. De son côté, Fayulu cherche à solidifier sa propre position vis-à-vis de ses alliés, afin de s'autonomiser, ce qu'il fait en tournant intensément dans les capitales occidentales, sans grand succès apparemment, et en agissant au Congo comme s'il était en campagne permanente. Il pourrait bénéficier du décès d'Antoine Gizenga, qui laisse l'ancien Bandundu sans leader au niveau national. Musito n'a probablement pas le charisme nécessaire et n'ayant pas réussi à prendre la direction du PALU, représente moins de capital politique pour l'AMUCA. Dans la mesure où certains de ses alliés aimeraient pouvoir s'associer à Tshisekedi, soit pour l'aider à réussir contre Kabila ou pour des motifs personnels, l'intransigeance de Fayulu reste un grain de sable dans la machine politique, car elle rend toute collaboration entre l'AMUCA et Kash difficile. C'est sans doute pourquoi l'AMUCA s'est progressivement mise en veilleuse pendant 2019, et ses membres semblent poursuivre des stratégies plus indépendantes. Le plus important de ses membres est probablement Moïse Katumbi, qui a entrepris la transformation de son mouvement Ensemble pour le changement en un parti politique, Ensemble pour la République, en décembre 2019, Nyota TV 18 décembre 2019. Avec Pierre Lumbi du MS comme secrétaire général, Ensemble pour la République rassemble les forces des partis tels que le MS, AMK et le G7 qui se fondront dorénavant dans cette nouvelle structure. Que le nouvel ensemble reste ou non membre de l'AMUCA, il aura en tout cas pour effet d'isoler ECIDE accent aigu au sein de la coalition. Il représente le premier pas de Katumbi vers une candidature au présidentiel prévue pour 2023, pour laquelle l'AMUCA ne sera utile que s'il en est le candidat unique. À plus court terme,
Katumbi semble préférer une opposition plus modérée que celle prônée par Fayulu. Réalistement, Tshisekedi et lui partagent pour l'instant le même impératif d'empêcher un retour au pouvoir de Kabila, ce qui implique que Katumbi souhaite voir Tshisekedi réussir dans une certaine mesure et qu'il pourrait former une alliance, mais celle-ci ne pourrait être majoritaire à l'Assemblée sans de sérieuses défections du FCC. Quant à Jean-Pierre Bemba, il semble ne plus avoir la même énergie et la même volonté depuis qu'il est rentré de ses 10 ans de réclusion à La Haye. Il est aussi accaparé par une affaire d'héritage avec les nombreux enfants naturels de son père, que le FCC n'a pas hésité à exploiter habilement. Un de ses demi-frères est membre du PPRD. De plus, Bemba a retrouvé le MLC exsangue du débauchage de ses principaux cadres. Cependant, il reste très populaire à Kinshasa et dans le Grand Équateur, région d'origine de sa famille, et jouit d'une réputation de martyr. Beaucoup de Congolais n'ont en effet pas compris qu'il ait été emprisonné pour des faits s'étant déroulés en Centrafrique, alors que de nombreux crimes commis au Congo restent largement impunis. 4.3. Le cap pour le changement cache. L'alliance de l'UDPS et de l'UNC bénéficie de 48 sièges à l'Assemblée nationale, 32 pour l'UDPS et 16 pour l'UNC. Ensemble, ils ont des élus dans 11 provinces et marquent un recul par rapport à leurs résultats de 2011, 41 et 17 sièges respectivement alors. Incapable de nommer Vital Kamerhe comme Premier ministre, vu son contrat avec Kabila et la majorité FCC à l'Assemblée, Tshisekedi en fit son directeur de cabinet. Alors que le président essaie de s'autonomiser vis-à-vis de Kabila, il a aussi dû faire face à certaines tensions au sein de sa coalition et même au sein de l'UDPS. D'abord, il ne peut pas entièrement compter sur le support de ses élus, dont certains se sont montrés prêts à se vendre au plus offrant. Ainsi, lors des élections des sénateurs de province, élus indirectement par les députés provinciaux par vote secret à Kinshasa et au Kasai central en avril, l'UDPS n'obtint aucun sénateur. Ensuite, l'UDPS a souffert d'une crise de direction depuis l'accession de Tshisekedi à la présidence. Obligé par la loi d'abandonner la direction du parti, Tshisekedi nomma Jean-Marc Kabound, actuel premier vice-président de l'Assemblée nationale, comme président intérimaire. Mais une faction du parti, derrière Jacquemain Chabani et Peter Kazadi, a refusé de reconnaître Kabound et a demandé un leadership collectif jusqu'au prochain congrès, divisant par la même occasion les membres du parti au point que certains accrochages ont eu lieu entre militants. Le conflit ayant été porté devant les tribunaux, la justice invalida la nomination de Kabound, reconduisant de facto Tshisekedi à la tête du parti, en contravention à la loi et créant une situation d'incertitude légale dont souffre l'organisation du parti. Finalement, Tshisekedi se trouve aussi coincé entre, d'un côté, ses nouveaux alliés du FCC et de l'autre, la frange la plus radicale de ses partisans qui vit mal sa soudaine modération face à l'ennemi, ses anciens compagnons de l'opposition qui l'accusent d'avoir négocié un deal sur le dos des Congolais pour accéder au pouvoir, et la communauté internationale qui lui demande de s'affranchir de son prédécesseur pour favoriser le changement. Le FCC est vu comme un obstacle par la base UDPS, qui ne parvient pas à accéder aux meilleures positions. Plusieurs épisodes de violence en ont résulté vers la fin 2019 entre les militants de l'UDPS et ceux du FCC. Ainsi, alors que Tshisekedi est au pouvoir en alliance avec Kabila, ses supporters se comportent parfois comme s'ils étaient encore dans l'opposition. Quant à Kamerhe, il reste un politicien populaire ayant, d'après les déclarations de la CENI, gagné la majorité absolue dans sa circonscription au Sud Kivu. Vu sa grande expérience politique, il était président de l'Assemblée nationale de 2006 à 2009 et était déjà impliqué en politique sous Mobutu. Il est considéré comme l'éminence grise de Tshisekedi. Toutefois, son influence est réduite par la maison civile du président, ses très nombreux conseillers Luba, et les suspicions de plusieurs membres de l'UDPS qu'il est en fait un espion de Kabila, alors qu'il est vu comme un traître par certains au FCC. Il ne fait aucun doute que, quel que soit l'accord spécifique que les deux hommes conclurent en août 2018, les ambitions de Kamerhe incluent un nouvel essai à son compte aux élections présidentielles prévues pour 2023.
Conclusion. Deux observations s'imposent en conclusion. La première peut être introduite par une remarque faite par Emmanuel Ramazani Shadari, le candidat malheureux du FCC, en octobre 2019, à l'ICASI. C'est Kabila qui a désigné le Premier ministre. Kabila est le chef du FCC. Kabila est le chef du PPRD qui est la puissance du Congo. Kabila est le propriétaire de l'État. Il est l'acteur majeur et principal de la rez-de-chaussée. Kabila est là, Média Congo. Net 29 octobre 2019. Ces propos trahissent à la fois la notion que l'État est une ressource appropriable et qu'il n'y a pas eu effectivement de transition politique au Congo. La deuxième implication est une question empirique à laquelle le temps répondra, mais elle part d'une hypothèse plausible, comme ce chapitre l'aura montré. La première n'est quant à elle pas sujette au doute. Plus qu'un instrument d'action collective ou de formation et de mise en œuvre de politiques publiques, l'État congolais est un moyen d'accès aux ressources publiques privatisables. À cet égard, la transition de 2019 n'en est effectivement une que dans la mesure où elle ouvre l'accès à ces ressources à de nouveaux postulants. Mais, comme le comportement des élites Luba ou de la base de l'UDPS le suggère, elle n'a pas changé la nature de la relation à l'État ou le mode fondamental de son fonctionnement. La deuxième implication a trait à la nature des élections. Dans les démocraties libérales, les élections sont le mécanisme principal de sélection des gouvernants et leur base principale de légitimité. Il en est aussi ainsi au Congo dans la Constitution, mais pas dans les faits, comme l'expérience de Martin Fayulu le démontre à ses dépens. Au Congo, dans les faits, les élections et leurs résultats constituent un élément parmi d'autres dans la sélection des dirigeants. Elles contribuent au rapport de force existant, qui viennent eux-mêmes de différents facteurs tels le contrôle des ressources, le profil ethnique ou régional, ou encore l'entregent sécuritaire. Ces rapports de force forment ensuite le contexte dans lequel les acteurs politiques négocient le pouvoir. Mais le pouvoir n'est pas acquis sans ces négociations, et la victoire électorale n'est pas suffisante pour emporter les négociations. Affaibli par la défaite de Shadari, Kabila était en position de faiblesse pour les négociations qui suivirent les élections, Fayulu en position de force. Mais Fayulu refusa de négocier, apparemment persuadé que l'énormité de sa victoire électorale et le soutien de l'Église et de l'Occident suffiraient à le faire passer. Ce faisant, il laissa sa place à Tshisekedi qui fit du mieux qu'il put, vu les limites de ses propres forces. Il permit aussi à Kabila de s'en tirer à bon compte. La pureté électorale des puissances occidentales, qui disent vouloir promouvoir la démocratie telle qu'ils tentent à la pratiquer, fit long feu. L'insistance sur la vérité des urnes fit place, en moins de 2 semaines, à l'acceptation d'un arrangement à l'africaine, pour reprendre les termes malheureux d'Yves Le Drian. Mais une fois l'arrogance post-coloniale de l'expression évacuée, la question reste de la meilleure manière de comprendre et de travailler avec les élections congolaises. Bibliographie. Brandt, C.O. Esperluet de Hert, tome 2019. On le Political Economy of Data Collection. Lessons from the UNAC Completed Population Census. Democratic Republic of the Congo 2006 à 2018. Working Paper. Londres, Secure Livelihoods Research Consortium. CENCO. 2019 3 janvier. Déclaration préliminaire de la MO-JPC-CENCO sur les scrutins du 30 décembre 2018. En ligne sur http://déclaration-préliminaire-mo-JP-CT-SENCO-sur-les-mo-du-30-décembre-2018. CENCO. 2019. Rapport confidentiel. Annexe 1. Suffrage par circonscription. En ligne sur http://wp-content-uploads-upload-content-uploads-content-reçu-la-42%-1.pdf. CENI. 2019. Imprimé. En ligne sur http://congo-research-group.org-wp-content-uploads-2019-01-imprimeux accent-aigu-s.pdf. Congo Research Group. 2017-19 juillet.
Les richesses du président, l'entreprise familiale des Kabila. En ligne sur http://congoresearchgroup.org/richesse-du-président/fr. Congo Research Group et Bercy. 2018 juillet. DRC Public Opinion Poll. Élection 2018, The Not So Silent Majority. New York Kinshasa, Congo Research Group Center on International Cooperation Bercy, Pulse Poll Report 4. En ligne sur http://www.congo-uploads-2018-uploads-uploads-2018-july-2018.pdf. Cross MF 2019 17 décembre. RD Congo. Près de 368 millions de dollars, le FMI a une attitude volontariste. La Libre Belgique. En ligne sur https://afrique.lalibre.be/4458-3/RD Congo-prêt-de-368-millions-de-le-FMI-a-une-attitude-volontariste. De Saint-Moulin, L 2019 février. Les élections du 30 décembre 2018 en RD Congo. Congo-Afrique 532 sur 105-116. Anglebert, page 2019 10 janvier. Congos 2018 élections. En Analysis of Implausible Results. African Argument. En ligne sur https://africanargument.org/2019/01/10/DRC élections Results Analysis Implausible. Anglebert, page 2019 juillet. The DRC Electoral Sideshow. Journal of Democracy 33 124 à 138. Fondation Bercy Groupe d'études sur le Congo. 2018 octobre. Rez-de-chaussée sondage d'opinion publique. Élection 2018, redistribution des rapports de force. Rapport numéro 5. En ligne sur http://congo-research-group.org/uploads-version-content-blanc-version-rapport-bercy-gec-ba october-30-10-30-10-08.pdf. France 24. Dr Congo's Catholic Church says its election tally show different winner. 2019 11 janvier. En ligne sur www.france24.com/Congo-20101010-Chire-Congo-Catholic-Church-election-tally-Different-winner-Tshisekedi-Fayulu. Jeune Afrique. 2019 11 mars. Rez-de-chaussée. Félix Tshisekedi nomme près de 110 conseillers mais toujours pas de Premier ministre. En ligne sur https://politique-rdc-politique-rdc-nom-presse-de-mais-toujours-pas-de-premier-ministre. Jeune Afrique. 2019 3 septembre. Rez-de-chaussée, bisbille dans la famille Tshisekedi. En ligne sur https://mag-politique-22226-politique-rdc-mag-politique-822-26-1-politique-famille-tshisekedi. Kibangula, tome 2019 12 décembre. Quelle politique extérieure de la rez-de-chaussée derrière les voyages de Félix Tshisekedi? Groupe d'études sur le Congo. En ligne sur http://congo-research-group.org/quel-politique-extérieure-la-r-de-les-Félix-Tshisekedi. Machiavel. 1962. Le Prince. Paris. Union Générale d'Édition. Mediacongo.net. 2019 25 mai. Présidence du Sénat. Modeste Bahati rappelle au PPRD les clauses de la charte du FCC. En ligne sur
https://aroblik-du-fcc.met/baroblik-article-actu-tiré-517.8-5-bat-présidence-ba-du-fcc.tiré-ba-cna-ba-au-ba-le-tiré-ba-close-ba-le-tiré-ba-les-ba-close-ba-du-tiré-ba-cna-ba-au-ba-le-tiré-ba-shart-ba-du-tiré-ba. Kabila propriétaire de l'État congolais. Pour Gekapiamba, Shadary a craché sur la Constitution. En ligne sur https://aroblik-baroblik-www.mediacongo.net/aroblik-article-actualité-586-7 Mediacongo.net. 2019 15 décembre. Tshisekedi défend son budget en détaillant son arsenal anticorruption. En ligne sur https://www.mediacongo.net/article-actualité-61067- Tshisekedi-défend-son-budget-en-détaillant-son-anti-corruption.html. Milcamp, Monsieur 2019, 2 février. Présidentielle en rez-de-chaussée. Le rapport de la... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.